Chers utopistes, bonjour et bienvenue dans le podcast du projet Utopia, un podcast qui s'intéresse au rapport entre science et société. Voici venu notre deuxième épisode sur les OGM. Oh my god, des OGM, 3 lettres qui font trembler le monde entier. La preuve, on entend beaucoup d'histoires sur les OGM, mais sont-elles toutes vraies ? En Inde, les paysans s'endetteraient pour en acheter et se suicideraient car ils ne tiendraient pas leurs promesses. On entend aussi que les OGM seraient stériles, ou encore qu'avec eux, on brevette le vivant. Aujourd'hui, avec Yann Duroc et Matadon, nous allons parler des idées reçues les plus répandues sur les OGM. Et à travers cette question, nous aborderons également certaines de leurs limites. Yann et Matadon, bonsoir et bienvenue donc dans cette deuxième partie de notre podcast sur les OGM. Donc ce soir nous allons parler de certaines idées qui sont véhiculées en fait par les anti-OGM ou en fait qui circulent dans la sphère publique. Et donc ces idées qu'on va voir ce soir, et en fait c'est des idées qui sont intéressantes parce qu'on va pouvoir avoir pas mal de choses à dire dessus. Donc cette première idée à laquelle on a pensé, c'était celle des brevets. Donc pour rappel, en fait, en règle générale, toute création peut être brevetée et donc effectivement, les OGM sont généralement brevetés puisque ce sont des créations qui sont faites soit par l'industrie, soit par la recherche publique dans certains pays. Et donc lorsque c'est breveté, les gens en fait, ils aiment pas en fait cette idée que ce soit un brevet du vivant. Le fait qu'on puisse breveter en fait quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui les dérange. Du coup, est-ce que vous comprenez ça ou pas ? Oui, c'est une objection que je peux comprendre. Après, je pense qu'il y a 2-3 précisions à apporter. Donc, comme tout brevet, la protection, c'est une protection qui est temporaire. Et donc du coup, il arrivera toujours un moment où le brevet va retomber dans le domaine public et pourra être utilisé par tout le monde. Il n'est pas spécifique aux OGM, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, par exemple, il y a des variétés de pommes qui sont issues de croisements bien spécifiques, qui sont brevetées. Donc les variétés s'appellent CRISP quelque chose, je ne sais plus. Et de toute façon, ce système de brevet, c'est pas un système qui s'applique sur les variétés notamment, qui s'applique partout dans le monde, notamment en France et en Europe. Le brevet sur les variétés n'est pas possible. En Europe, donc on a ce qu'on appelle un certificat d'obtention végétale. Donc c'est l'inscription d'une variété à un catalogue. Et en France, c'est une mission de service public. Donc c'est l'enregistrement est fait par le GBES, qui est un organisme qui est piloté en partie par le ministère de l'Agriculture et qui a donc des services d'homologation qui sont une délégation de service public. Donc ce certificat d'obtention végétale, il consiste en quoi ? Il consiste à inscrire une variété sur un catalogue qui va permettre aux agriculteurs, lorsqu'ils achètent des semences, de s'assurer que la semence, je ne sais pas, de fraise gariguette par exemple, eh bien c'est bien une gariguette et c'est pas une cléry ou c'est pas une autre variété de fraises. Pareil pour les carottes, enfin pour toutes les variétés. Ce certificat d'obtention végétale, il répond à plusieurs demandes en fait. Il répond à une demande de sanitaire, c'est-à-dire de fourniture de semences de qualité. Saine. Voilà, saine. Mais aussi de qualité au niveau qualité au niveau des performances, quoi. Des performances, puisque un des critères, donc c'est le fameux critère, ils appellent DHS. Donc c'est un acronyme en fait pour distinction, homogénéité et stabilité. Donc chaque variété peut être décrite
plein de caractères morphologiques. Je parlais de la carotte tout à l'heure, par exemple. Donc, la forme de la feuille, le type de tubercule, est-ce qu'il est plutôt arrondi, long, avec un épaulement rectangulaire ou pas, pointu, pas pointu, couleur orange uniforme, est-ce que la moelle de la carotte est de la même couleur que ce qu'on appelle le cortex, donc la périphérie, etc., etc. Donc tout ça, c'est des caractères qui rentrent dans la catégorie distinction. L'inscription d'une nouvelle variété doit prouver qu'elle est donc distincte de celles qui sont déjà inscrites. Ensuite, il y a homogénéité, donc ça veut dire que lorsqu'on sème 10 graines de carottes orange, on se retrouve pas avec 9 oranges et une violette. Et stabilité, quand on ressème le même lot de graines pendant des années, on a les mêmes caractéristiques sur le long terme. Donc ces 3 caractéristiques, il y a depuis quelques années d'autres caractéristiques qu'on appelle VATE. Donc il y a des critères supplémentaires qui ont été rajoutés à ce fameux DHS pour fournir des variétés qui ont des caractéristiques technologiques et donc qui valorisent les variétés qui vont vers une agriculture plus durable. Mais du coup, ce certificat d'obtention végétale, ça existe pour tout ce qui est graines, en fait, tout ce qui est utilisé en agriculture, que ce soit en bio ou pas en bio, non ? Oui, Voilà. tout à fait. Tout à fait. Après, ce catalogue, il a comme pour les brevets, il a une durée d'inscription qui est limitée. Les sélectionneurs qui déposent les dossiers des variétés peuvent le prolonger, mais en général, au bout de 20 ans, 25 ans, en fonction des succès des variétés, les semences, donc les variétés retombent dans le domaine public. Et donc là, libre à chacun de pouvoir les reproduire. D'accord, mais du coup, c'est pourquoi du coup on les dépose, parce qu'au début, donc tu expliquais que c'était du coup ça permettait de s'assurer qu'on soit bien face à ce qu'on a acheté, quoi, finalement. Si on s'attend à avoir des garriguettes, comme tu disais, qu'on ait bien des garriguettes. Il y a aussi donc tout ce qui est performance, etc., qu'on s'assure bien que ce qu'on va planter, ça va pousser correctement, et que ça, voilà. Ça d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres raisons ? Est-ce que c'est pas aussi pour juste rentabiliser le fait qu'on ait fait de la recherche, en fait, sur un produit, qu'on veut s'assurer que personne d'autre les utilise tant qu'on n'a pas remboursé le coût initial, en fait, que ça nous a coûté, quoi. Oui, bien sûr. Toute la logique derrière les brevets ou l'inscription au catalogue, c'est des problématiques de protection intellectuelle et donc du coup de rentabilisation de la recherche qui a été fait pour développer une nouvelle variété, puisque c'est des programmes de création variétale qui peuvent durer des dizaines d'années. Sur une variété de blé, par exemple, c'est pas rare que ça soit 10 ans ou 15 ans de programme de création variétale. Donc les semenciers, pour ne pas être lésés dans la capacité qu'ils ont eu à innover, il y a une sorte de protection, comme il y a le copyright sur une chanson. Et du coup, je pense que c'est cet aspect-là, tu vois, qui est mal perçu, enfin, en tout cas qui est très difficile à accepter, en fait, pour beaucoup de gens. Ça appartient au domaine du privé, alors que c'est de la nature, quoi. Ça fait partie de la nature. Même si ça a été créé par l'homme, il y a toujours cette nuance, tu vois, qui est compliquée entre la limite entre ce qui est naturel, ce qui est pas naturel. Oui, je comprends. Enfin, moi, je comprends les objections liées à ce système. J'aurais tendance à dire que le système de catalogue, il est quand même plus vertueux que le système de brevet, dans le sens où il y a ce qu'on appelle l'exemption du sélectionneur. Donc c'est en fait quelque chose qui est assez important, c'est qu'à partir du moment où une variété est déposée, n'importe quel autre sélectionneur peut l'utiliser pour ses propres programmes de recherche. D'accord. Et pour ses propres programmes de création variétale. Donc une fois qu'une variété est déposée, elle rentre dans le pool des parents disponibles pour créer de nouvelles variétés. D'accord, ok. Donc, ça, sans avoir besoin sans avoir besoin de payer un supplément, en fait, par rapport au fait qu'elles soient déposées. Ou quoi que ce soit. Voilà, d'accord, exactement.
Ah oui, je savais pas ça. Mais du coup, ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit bien que c'est pas spécifique aux OGM en fait. Alors, ce qui est sûr, c'est que le système de brevet des variétés, en France et en Europe, ne s'applique pas, puisque par définition, c'est le système de catalogue qui est actif. Donc quand bien même un pays européen voudrait, via un semencier privé, homologuer, cultiver et vendre un OGM, ça sera déposé forcément sur ce type de catalogue, et ça sera les règles de la protection intellectuelle du catalogue qui s'appliqueront, et non pas le système de brevet sur les variétés. T'es sûr? Parce qu'il me semblait que justement le COV c'était sur les variétés, et qu'ensuite quand on regarde au niveau du trait, oui. Du caractère, du transgène, ou je sais pas, il peut y avoir justement un brevet pour le coup. Alors il peut y avoir des brevets effectivement sur... alors c'est pas tant sur les variétés, mais oui, sur des séquences ou des techniques. Ouais. Oui, sur les techniques, oui, ça j'imagine bien. Mais les techniques, comme on disait la dernière fois, il y en a juste... il y en a quelques-unes, quoi. Enfin, on fait vite le tour, quoi. Finalement, c'est un peu toujours les mêmes qui sont utilisés, quoi. À quelques variantes près, c'est la même chose. Après, la différence entre le brevet et le certificat d'obtention végétale, ça va être quoi? Le brevet, pareil, il tombe dans le domaine public au bout d'un moment. Personne ne peut l'utiliser justement pendant ce laps de temps. Personne d'autre que celui qui l'a déposé, en tout cas. Donc, au final, c'est similaire, non? Ouais, bah là justement, je vois un truc qui parle de 2015 où il y a eu des brevets qui ont été accordés pour des plantes qui ont été obtenues par des méthodes conventionnelles. Ouais, voilà. Donc, c'est ça que je... Et que du coup, ça avait un peu fait parler, et que récemment, il y a eu justement une décision du Parlement qui dit que les variétés obtenues par des méthodes... ils disent naturelles, traditionnelles, ne devraient pas être soumis au brevet. Donc du coup, ça s'appliquerait plus à des méthodes plus... nouvelles, modernes, quoi. Ouais, mais du coup, je sais pas est-ce qu'ils considèrent que la mutagénèse aléatoire, c'est quelque chose de naturel, entre guillemets, ou pas. C'est toujours pareil. on en revient toujours à la même complexité au niveau des limites, quoi. Ouais, parce que justement, on disait que les brevets, c'est pas une question qui est spécifique aux OGM. Alors du coup, ouais, dans l'UE, c'est un cas particulier vu qu'il y a le COV, le certificat d'obtention végétale. Mais voilà, il y a des brevets justement sur des caractères qui ont été obtenus par mutagénèse aléatoire. Donc Yann tout à l'heure il mentionnait les pommes. Moi j'avais un exemple de tournesol oléique, donc qui sont riches en acide oléique pour différents usages, et qui a été obtenu par mutagénèse aléatoire, et qui sont une grosse partie des tournesols cultivés en France. Et c'est un caractère qui a été sous brevet à l'époque où il a été développé. Alors je sais pas exactement à quel point ça s'appliquait en France, en UE, si c'est un brevet qui était américain, et voilà, je sais pas trop exactement comment ça s'applique, mais dans tous les cas, voilà, c'est des choses qui s'appliquent à d'autres choses qu'aux OGM. Ouais, c'est pas spécifique, quoi. C'est pas spécifique, du coup. Ok. Ouais. Donc bon, voilà. Après, on peut discuter effectivement l'idée même en fait de breveter, du coup. Exactement. C'est un argument qui peut totalement s'entendre. Voilà, de vouloir breveter le vivant. Voilà, cette idée de breveter le vivant, c'est quelque chose à laquelle on peut être opposé, et ça s'entend parfaitement, mais du coup c'est pas une question qui est propre aux OGM. C'est pas propre aux OGM, et puis parce que se pose toujours la question, malgré tout, excuse-moi je t'ai coupé, mais se pose toujours la question malgré tout du coup la recherche, comment tu fais pour la rentabiliser, quoi. Il faut bien. Malheureusement, on peut recritiquer le système dans lequel on est, mais actuellement on est dans ce système-là, et du coup, malheureusement, on peut difficilement faire autrement, quoi. C'est difficile de dire à ceux qui investissent énormément d'argent, écoutez, merci, on va en profiter maintenant. Oui, c'est ça, c'est que, comme disait Yann, les semenciers, il faut qu'ils aient aussi un certain intérêt à investir autant dans la recherche et développement.
s'ils n'ont pas de retour sur investissement derrière, c'est sûr qu'ils vont moins chercher à faire cet investissement-là, et du coup on va pas avoir des variétés qui sont adaptées à différentes choses, des nouvelles variétés, etc. Après, on peut aussi discuter de la recherche publique, parce que la recherche publique en soi, elle n'a pas de but financier derrière, et c'est l'État qui financerait la recherche sans qu'il y ait derrière besoin de ce genre de brevet. Mais voilà, généralement, les gens qui militent contre les OGM, qui brandissent l'argument des brevets, c'est pas pour derrière dire il faudrait qu'il y ait de la recherche publique sur les OGM. C'est pour dire il faut qu'il n'y ait pas de recherche sur les OGM du tout. Oui. Puis, dans la recherche publique, il faut rappeler aussi qu'on peut breveter aussi des choses qui sont issues de la recherche publique, dans différents objectifs, mais notamment dans le but d'empêcher éventuellement l'industrie de récupérer un truc de recherche publique et d'en profiter à mort, quoi. Oui, l'INRAE dépose tous les ans plusieurs brevets sur des processus qui sont pas liés forcément aux biotechnologies, d'ailleurs, qui peuvent être des techniques où on combine des mutations pour acquérir un nouveau caractère, ou des choses comme ça. Donc ça existe. Ça existe et c'est pas spécifique à des variétés OGM, transgéniques ou issues de mutagénèse. Et un exemple d'OGM qui est techniquement sans brevet, c'est le riz doré, ou en vrai, quand il a été développé, donc ça a été développé par des chercheurs d'une école à Zurich. Donc chez moi en Suisse, quand ils ont développé ça, c'est de la recherche publique, ils ont fait ça un peu un peu comme ils pouvaient, et voilà, ils ont obtenu leur truc, et ensuite ils se sont rendus compte qu'ils avaient utilisé plein de technologies qui étaient sous brevet, et pour mettre la variété sur le marché, ils sont allés vers un semencier qui est Syngenta, enfin c'était pas Syngenta à l'époque, mais aujourd'hui c'est Syngenta, qui a essayé de voir comment ils pouvaient se débrouiller avec ces brevets, et aujourd'hui ils ont négocié ça pour que ces brevets-là que le riz doré ne soit pas soumis à ces brevets-là. Soumis à ces brevets-là, exactement, qu'il soit libre totalement, à condition de ne pas faire $10,000 de chiffre d'affaires, ce qui correspond à la majorité des populations ciblées. Mais moi, il me semblait qu'il était justement sous brevet, mais c'est ça, c'est qu'il est sous brevet. Ouais. Exactement, c'est ça. Sous brevet, mais sous condition, du coup, voilà. C'est-à-dire que les c'est conditions du brevet s'appliquent à partir du moment où on dépasse ce chiffre d'affaires-là. C'est ça. Après, c'est un cas particulier, c'est sûr que ça va être difficile de généraliser, de dire, vous voyez, le riz doré, il est comme ça, donc ça veut dire que les autres OGM peuvent être comme ça, parce que c'est un cas particulier, et on va pas forcément attendre que tous les OGM... où il y a potentiellement des brevets, que les semenciers ou les détenteurs des brevets disent OK derrière. C'est un peu compliqué. Je pense qu'il faut quand même préciser, peut-être pour les gens qui savent pas, mais le riz doré, donc c'est un riz qui a été développé dans un but humanitaire, en fait. Et c'est pour ça probablement qu'il y a eu cette exception qui s'est appliquée sur ce riz-là, quoi. Oui, exactement. Après, c'est aussi vu comme un argument en mode c'est un cheval de Troie de l'industrie, où l'industrie, ça les arrange de montrer patte blanche, de laisser les brevets pour que derrière, il y ait une acceptation des OGM et que derrière ils puissent vendre encore plus d'OGM. Enfin, moi, ça me paraît quand même un peu bizarre comme argument, parce que si c'est un cheval de Troie de l'industrie, ça sous-entend que derrière le riz doré va marcher. Parce que s'il marche pas, il y a personne qui va se dire les OGM ça a des intérêts. Oui. Et donc du coup, ça veut c'est dire qu'on a peur que le riz doré marche, que le riz doré potentiellement sauve des vies. Enfin, c'est quand même bizarre. Comme c'est argument, un peu bizarre. Ça veut dire que finalement, ils ont peur qu'il marche, en fait, alors que ils sont tout en train de crier que les OGM ça marche pas. Ouais. Bon. Après, on va revenir sur certaines autres idées reçues comme ça, mais du coup, tout ce qui est brevet, tout ça, c'est lié à l'industrie, donc beaucoup à l'idée qu'il y a l'industrie du coup qui veut mettre la main sur le vivant, sur le ressurtage du vivant, sur s'implanter un peu partout dans le monde et faire accepter, du coup, comme tu l'as dit, les OGM un petit peu partout dans le monde.
Après, est-ce que si c'est ridicule que ça de penser que l'industrie a envie de ça? Non, je pense pas. Mais Non. est-ce que ce qu'il faut se poser, je pense, comme question, c'est si l'industrie, on lui laisse cette liberté-là, il faudrait qu'en face il y ait une recherche publique en fait qui puisse un minimum concurrencer, parce qu'on sait très bien que la recherche publique pourra jamais concurrencer l'industrie au niveau de la puissance de frappe, au niveau financier, etc. Oui. Mais il y a justement un tel rejet, c'est interdit dans plusieurs pays, dont la France, du coup, de les cultiver. Donc forcément, la recherche publique, elle est quasiment morte, quoi, en fait, sur ces sujets-là. Ouais, oui, les chercheurs, ils se disent à quoi bon développer une variété OGM si c'est pour qu'elle soit pas mise sur le marché derrière. Donc, et donc au final, en faisant ça, on laisse complètement la main libre en fait à l'industrie de faire ce qu'elle veut de cette technologie-là, alors qu'on pourrait créer effectivement des OGM plus utiles entre guillemets que juste les résistants au glyphosate, quoi. Totalement, oui. Bah même voilà, c'est l'idée qu'il y avait derrière à la base aussi. Et qu'il y a derrière toute amélioration variétale. Les chercheurs, ils travaillent sur des sujets différents. Ça va être de l'amélioration des rendements, de l'amélioration de la qualité nutritionnelle, de l'amélioration des différentes résistances aux ravageurs, aux pathogènes, ou aux conditions de la chaleur, la sécheresse, etc. Il y a énormément de sujets de recherche et actuellement même sur l'édition de génome, même si il y a quand même pas mal d'interdictions, ce genre de choses, c'est un peu difficile. Il y a quand même pas mal de recherches. Alors après, la recherche elle est beaucoup moins en Europe, mais voilà, il y a beaucoup de recherches sur ce genre de choses-là dans le monde. Très bien. Tu voulais rajouter quelque chose, Yann, sur ce sujet, ou on peut passer au suivant? Non, je voulais juste préciser que quand on parle de recherche publique sur la création variétale, on parle essentiellement de l'INRA, et que donc en fait depuis les années 80, l'INRA a complètement arrêté de faire de la création variétale. Elle a créé une filiale qui s'appelle Agriobtention, et donc qui est une filiale de l'INRA et qui fait de la création variétale. Donc on pourrait très bien imaginer que si d'un point de vue réglementaire les verrous soient un petit peu moins compliqués, d'avoir la filiale de l'INRA, Agriobtention, qui fait de la création variétale pour des variétés issues de la biotechnologie qui pourraient s'intégrer dans l'agroécologie pour une agriculture plus durable. Donc les outils sont là. Après, c'est des éventuelles volontés politiques qui peuvent parce que le permettre ou pas. Oui. Très bien. Et je voulais rajouter vite fait aussi, c'est que tu disais que voilà, on laisse un peu la main mise à l'industrie justement, parce qu'il n'y a pas de recherche publique, mais préciser aussi qu'on laisse pas non plus l'industrie faire ce qu'ils veulent. Comme on disait dans l'épisode précédent, en Europe et dans la majorité des pays, il y a des processus assez stricts d'évaluation des risques, que ce soit les risques sur la santé, les risques pour l'environnement, avant qu'on ait une autorisation de mise sur le marché. Et c'est malheureusement et aussi en partie ça qui fait qu'il n'y a pas de recherche publique, parce que c'est des études c'est des contraintes qui sont très chères du coup à tenir, quoi. Exactement, c'est des études qu'il faut réaliser, qui ont des coûts, et j'ai plus les estimations exactes, mais je me semble me souvenir que c'est en gros le tiers du coût total du développement, donc c'est quand même un coût assez conséquent, quoi. Donc ça participe aussi beaucoup au fait qu'il n'y a pas de recherche publique. Oui, bien sûr. Faut dire que les OGM, c'est malgré tout très très suivi d'un point de vue réglementation, quoi. D'un point de vue sanitaire, d'un point de vue réglementation en général, c'est très surveillé, très suivi. Bon, pour des raisons compréhensibles, puisque c'est des technologies qui sont récentes pour la plupart. Et du coup, il faut un certain temps pour être vraiment certain qu'il n'y ait pas de problème, vraiment les suivre de près. Après, est-ce que dans quelques années, ça aura encore du sens? Je sais pas trop, mais ça pourra être remis sur le tapis éventuellement, quoi, en tout cas.
Oui, enfin, après c'est un sujet compliqué. Il y a des dans la réglementation, il y a des choses qui devraient permettre un certain assouplissement suivant l'état des connaissances et ce genre de choses. Et c'est des choses qui sont pas appliquées. Et voilà, de manière générale, je pense que dans la recherche publique sur le sujet, il y a quand même beaucoup de chercheurs qui souhaiteraient qu'il y ait un certain assouplissement sur les règles qui sont assez strictes, assez restrictives aujourd'hui, sans pour autant que ce soit non plus trop laxiste. Idée suivante. La question de la stérilité donc des OGM. Donc on entend souvent l'idée selon laquelle quand on achète des OGM, on est obligé de racheter les graines pour l'année suivante en fait, parce qu'on peut pas replanter les graines OGM car elles sont stériles. Donc ça vient d'où cette idée? Déjà, je pense qu'il y a deux choses. Ça va avec le brevet dont on parlait précédemment et ce genre de choses, où certaines semences sont vendues avec un contrat qui demande expressément de ne pas ressemer. Et là, du coup, oui, il y a vraiment cette chose-là où techniquement on pourrait les ressemer, mais c'est interdit de le faire. C'est contractuel, du coup, ouais. Exactement. Et après, il y a l'idée qui est liée plus à ce qu'on appelle les hybrides F1, qui sont un type de semences particulières. Elles sont OGM ou pas? Qui ne sont pas... Enfin, l'hybridation en elle-même ne rend pas la semence OGM, mais s'il y a eu de la transgénèse ou quoi, là c'est OGM. Il peut y avoir des hybrides OGM. Donc on peut avoir des hybrides F1 qui sont OGM et d'autres non, quoi. Exactement. Et le principe de ces hybrides, c'est qu'on va faire un croisement entre deux parents assez différents pour avoir un descendant hybride qui a un petit peu les caractéristiques des deux parents à la fois. Et il y a ce qu'on appelle la vigueur hybride qui fait que ce qu'on observe, c'est que généralement ces hybrides-là ont une vigueur plus importante que les deux parents, que la somme des deux parents. Que ce soit en termes de robustesse, résistance aux conditions climatiques, aux ravageurs, ou en termes de taille, de la taille des fruits, ce genre de choses. Donc ça, c'est des mécanismes génétiques, et c'est ces mécanismes génétiques-là qui font que ça va être pas très intéressant ensuite de ressemer ces graines-là, parce que tu perds ces avantages. En fait. On va perdre ces avantages-là, parce que la génération suivante, ça va être des graines qui viennent de croisement entre les hybrides F1 entre eux, qui sont du coup plus ou moins identiques génétiquement. Donc en gros, c'est un peu de la consanguinité, et on va perdre des caractères intéressants, on va peut-être avoir des accumulations de caractères moins intéressants. Et aussi, ce que ça va faire, c'est que ces différents croisements qu'il va y avoir entre les hybrides, ils vont être beaucoup plus aléatoires, alors qu'avec les parents, on avait vraiment deux parents et on savait qu'est-ce que ça allait être et qu'est-ce qu'il allait avoir ensuite par la suite. Là, c'est beaucoup plus aléatoire, et donc du coup, dans la descendance, donc on appelle la F2, il y a beaucoup plus de variabilité aussi, et voilà, c'est quelque chose qui est généralement du coup, on maîtrise moins en fait. Exactement, on va avoir potentiellement des plantes avec des gros fruits qui nous intéressent, mais après on va avoir d'autres avec des tout petits fruits pas intéressants du tout. Donc c'est beaucoup moins intéressant pour les agriculteurs de ressemer ça. Et voilà, ça va dépendre du type de semence. Mais du coup, ça c'est un choix du coup de l'agriculteur de pouvoir exactement utiliser des graines hyper performantes en fait. Exactement. Quitte à ne pas pouvoir les replanter derrière, quoi. Du coup, c'est un coût à l'achat malgré tout, mais il s'y retrouve par la performance du produit, c'est ça en fait. Exactement, oui. S'il rachète, c'est parce que justement il va récupérer ce surplus, ce surcoût par la suite. Et probablement plus même. Oui. Sinon, ça changerait pas grand-chose. Sinon. Après, je sais que je m'y connais pas exactement, mais je sais que pour certaines espèces, ça va être faisable de ressemer la génération suivante. On va avoir une certaine perte, mais ce sera quand même suffisamment performant. D'accord. Et bon, ça va dépendre des différentes espèces, ça va dépendre de plein de choses. Okay. Mais du coup, par rapport aux OGM, quel est le lien de tout ça avec les OGM du coup? Je pense qu'il y a un peu une confusion.
entre tout ça. Et le fait que beaucoup d'OGM soient hybrides, qui font qu'il y ait ce moindre intérêt à ressemer. Et je pense que ça vient aussi du fameux gène Terminator, qui a été développé, je ne sais plus exactement, dans les années 90 ou 80, enfin voilà, il y a un certain temps. 90, c'est que c'est Monsanto qui a racheté en... Ouais, c'est un brevet déposé en 90 et ça a été racheté plusieurs fois. Ouais. En 91, 92. Il me semble que Monsanto, c'était fin des années 90, il me semble qu'ils ont racheté le truc. Ou début 2000, je sais plus les dates. Il y a les dépôts de brevets et après les autorisations qui prennent quelques années, quoi. Je vais regarder de suite. Alors je regarde tout simplement sur Wikipédia, puisque comme on le dit en fait c'est un truc qui est assez connu parce que ça fait beaucoup parler. Tac. Alors, été développé par une équipe du ministère américain de l'Agriculture et de la firme Delta & Pineland, qui ont déposé un brevet en 98 en fait, donc c'est plutôt fin 90. Sur un système ça a été développé en 90 et du coup le temps d'assurer la technologie et ensuite de la déposer, quoi. Depuis, Monsanto a racheté Delta Pineland, mais ils mettent pas la date. Bon, donc c'est post 98, quoi. Bon, voilà. Et donc ce gène Terminator, quel est-il? Pourquoi ce nom déjà? Terminator, c'est pas le nom officiel. Le nom officiel, c'est GURT, Genetic Use Restriction Technology. Donc technologie de restriction de l'usage génétique. Je pense que ça se traduit comme ça. Terminator, c'est le nom qui a été donné un peu par les anti-OGM pour que ça ait l'air un peu effrayant. Où l'idée c'est exactement ça, de faire des plantes qui sont stériles. L'idée derrière, c'est un peu que, on en parlera après, qu'il y a cette idée cette crainte qu'il y ait une dissémination des gènes OGM, et voilà, du fait d'avoir des plantes qui sont stériles, fait que du coup on va pas avoir cette dissémination et on va pouvoir plus facilement contrôler ça. C'était pour répondre à une demande finalement qui était la demande, c'était la peur du coup que ça se développe en dehors du champ. Ouais, je pense que c'est plus un effet secondaire qui a été intéressant, mais je crois que quand même à la base ça a été de la protection du semencier pour ne pas pouvoir ressemer, ne pas pouvoir contrecarrer le contrat qui est signé avec l'agriculteur, quoi. Donc c'est une technique qui permet en fait de rendre inefficace le fait de semer la descendance d'un OGM. Oui, ça impose le contrat finalement, quoi. Voilà. Donc les graines ne germent pas. Si on veut continuer à cultiver ce type de variété, il faut racheter les graines systématiquement liées à la contractualisation entre le semencier et l'agriculteur. Mais devant les craintes et donc du coup le fait qu'il y ait un battage médiatique assez important de la part d'ONG anti-OGM avec le baptême de ce fameux gène Terminator. Et puis même, il y avait même des associations d'agriculteurs, il me semble, qui sont montés un peu au créneau pour dire que ils n'avaient pas trop envie. Déjà qu'ils étaient pieds et poings liés par le contrat. Là, ça devenait en fait un petit peu trop virulent en fait comme manière de faire. Ouais. Vous êtes pas sûr? Je sais pas. Non, mais vous pouvez me contredire, hein. Je dis ce que j'ai perçu d'après ce que j'ai lu, mais après je peux me tromper. La conservation du semis, c'est de toute façon quelque chose qui est pratiqué dans tous les pays en voie de développement. Donc c'est évident que passer un contrat qui t'empêche de conserver le semis, de conserver les graines et de ressemer, ça va contre les habitudes, et que effectivement les semenciers ont eu l'idée de développer ce type de technologie pour contrecarrer ces mécanismes. Mais en l'occurrence, c'est les technologies GURT qui ont rencontré immédiatement un rejet, et que
qui ont fait que de toute façon, même si les brevets ont été déposés, les variétés étaient disponibles, elles n'ont jamais été commercialisées. Sachant que les premiers brevets c'est 98, donc ça veut dire que depuis 2018 elles sont plus protégées. Donc théoriquement on pourrait utiliser ces technologies sans avoir à passer par le brevet, mais pour autant il n'y a aucun semencier qui s'est hasardé il a peur de la réaction à le faire, sûrement. Parce que la réaction elle était relativement unanime sur le fait que c'était une ingérence un peu exagérée en tout cas. Très bien. Quelque chose à rajouter, Matadon ? Non, c'était très bien. Ok. Alors du coup, pour revenir sur cette idée qu'on a lancée au début là lorsqu'on a parlé de la stérilité des OGM et des plantes, des hybrides F1, etc. On parlait en fait du fait que ça peut se transmettre au-delà du champ. Est-ce que les gènes en fait peuvent se transmettre comme ça dans la nature et donc s'échapper du champ pour aller contaminer des espèces sauvages ? Oui, ça, les sujets liés à ce qu'on appelle au flux de gènes, c'est des sujets extrêmement complexes, extrêmement difficiles à appréhender. Et il est évident que l'agrosystème, donc le champ, il n'est pas totalement hermétique dans son intégrité, et que les plantes qui sont cultivées vont pouvoir disséminer du pollen. Alors en fonction des variétés, en fonction des espèces, le pollen va être plus ou moins lourd, il va pouvoir se disséminer plus ou moins loin. Mais encore une fois, en fait, on se rend compte que cette transmission de gènes sur des espèces sauvages, déjà il faut que les plantes soient interfertiles, ce qui dans certaines régions effectivement du monde elles le sont effectivement, et puis d'autres où c'est plus compliqué. Mais je pense que ce qui pose le plus souci dans l'inconscient collectif, c'est les gènes de résistance aux herbicides. Et là pour le coup, effectivement, que ça soit une résistance portée par un transgène ou portée par un gène qui est issu de la variété qu'on a obtenue non pas par transgénèse mais par une autre méthode, la problématique elle est la même. Effectivement, quand on cultive des plantes qui sont résistantes à certains herbicides, si elles ont la capacité de se croiser avec les populations sauvages aux alentours, OGM ou pas OGM, elles vont, il va y avoir ce qu'on appelle un flux de gènes. Après, le tout, c'est de pouvoir l'identifier, de pouvoir le détecter. Donc, effectivement, quand c'est les OGM, c'est plus facile parce qu'on sait exactement quel est le transgène en question. Pour le reste, ça pose pas particulièrement de problème au niveau conceptuel, en tout cas. De cultiver des variétés qui peuvent échanger du matériel génétique avec les populations sauvages qui sont aux alentours des champs. Pour ajouter aussi, faut voir aussi quelles seraient les conséquences de ce transfert de gènes. Là, on parlait de résistance à des herbicides. Qu'est-ce que ce serait la conséquence d'avoir une herbe sauvage résistante à un herbicide ? Concrètement, dans l'écosystème naturel, ça va pas avoir énormément d'impact. Ça va avoir un impact si on est dans un écosystème où il y a du glyphosate, et là, du coup, ces plantes-là vont avoir un avantage sélectif par rapport aux plantes qui ne sont pas résistantes. Et donc là, on va potentiellement changer les dynamiques dans l'écosystème. Si c'est un adventice, par exemple, ça peut poser problème. Exactement, ça peut être un problème pour les adventices. Et en vrai, il y a des cas d'adventices où il y a eu des transferts de gènes, justement, aux États-Unis, et ça pose un peu problème. Mais en soi, c'est pas c'est pas un risque vraiment environnemental en soi. C'est pas un risque pour la nature, quoi. C'est un risque pour le champ, pour l'agriculture, l'agriculteur qui du coup va se retrouver avec plus de mauvaises herbes là pour le coup. Mais c'est pas forcément un risque pour les plantes à l'extérieur, puisqu'en général elles ne reçoivent pas de glyphosate.
Ouais. Après, ça peut être un problème avec d'autres caractères, par exemple le BT, donc la résistance aux insectes, où là, si on a une plante sauvage qui devient résistante à des insectes, va avoir un avantage compétitif par rapport aux autres plantes. Et voilà, elle va potentiellement plus se développer dans l'environnement, et voilà, ça va changer les différentes dynamiques dans cet environnement-là, et ça peut avoir des conséquences. Donc tout ça, ça dépend beaucoup du caractère, ça dépend beaucoup des plantes cultivées, ça dépend de l'environnement dans lequel on est, de quelles plantes il y a autour, des environnements qu'il y a autour. Ça reste un véritable risque, mais... Exactement, ça reste un risque. C'est un risque dont on est conscient, où il y a des mesures pour limiter ce risque, voilà, comme disait Yann aussi, ça dépend aussi voilà, de la plante, le pollen, il va se propager plus ou moins loin, donc ça aussi c'est des choses qu'on sait. On va généralement avoir des bandes, donc on en parlait la dernière fois, autour des champs, des bandes justement pour que les plantes autour des champs aussi vont capturer ce pollen. Ça, donc on a parlé pour la résistance... Mais via les abeilles, c'est pas possible. Les pollinisateurs en général, pas que les abeilles d'ailleurs. Mais... Oui, ce que je disais, c'est que ça va dépendre des espèces aussi. Si on parle de céréales, alors là, ça va pas vraiment s'appliquer. Oui, effectivement. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est comme c'est bien que tu le soulignes, c'est que c'est un risque qu'il peut y avoir avec les OGM. C'est pas un risque qu'il y a avec tous les OGM. Voilà, et puis ce risque-là, il va être différent selon différentes choses. Et c'est aussi un risque qu'il y a avec les variétés conventionnelles. Donc voilà, Yann disait pour la tolérance aux herbicides, si c'est une variété tolérante aux herbicides qui est obtenue de manière conventionnelle ou de manière même non OGM par juste des mutations qui sont apparues naturellement, on a le même problème. Quand ça va être pareil de la résistance à certains pathogènes, à certains ravageurs, etc., qui est sélectionné de manière traditionnelle, on va avoir aussi potentiellement ces problèmes-là. Et là, on n'entend pas ces arguments-là dire que ces problèmes existent. Ces arguments-là, ils sont avancés que sur les OGM. Mais est-ce que ces plantes existent, par exemple, des plantes qui sont résistantes aux herbicides, mais obtenues avec des procédés plus traditionnels, on va dire? Oui, il y a les tournesols Clearfield, donc de BASF je crois, qui ont été obtenus par une mutation qui est apparue spontanément dans un champ, qui a été ensuite sélectionnée parce qu'ils ils ont épandu leur herbicide sur le champ, ils ont vu qu'il y avait une plante qui survivait, et voilà. Et après il y a aussi d'autres qui sont sélectionnés par des méthodes de mutagénèse aléatoire qui est techniquement OGM mais qui n'est pas régulé, donc c'est cultivable en France et ce genre de choses. Et voilà, le même problème se pose. Le point suivant concerne le manque de diversité. Donc en fait la réduction de la biodiversité des variétés de plantes qui sont cultivées à travers le temps. On entend souvent, même dans l'agriculture conventionnelle, qu'on a une réduction en fait qu'on a des variétés anciennes qui ont disparu, etc. Et est-ce que si on cultive beaucoup d'OGM, est-ce que ça va pas encore accentuer en fait ce manque de diversité, pardon? C'est ça la question qui est soulevée par certaines personnes. Ouais, il y a un peu cette idée que les OGM, ça va participer, ça va accentuer une certaine homogénéisation de ce qui est cultivé, où on va du coup cultiver plus que ça. Mais ça vient, je pense, d'une méconnaissance de ce que sont les variétés. On en a un peu parlé la dernière fois. Quand on dit un OGM, en fait, on parle d'un événement de transformation, c'est-à-dire le transgène s'est inséré à tel endroit dans le chromosome là, mais ensuite à partir de cette plante là où il y a eu cet événement là où le transgène s'est inséré, on va pouvoir faire des croisements avec plein d'autres variétés. Et il y a des OGM qui sont cultivés partout dans le monde, et avant de les mettre comme ça sur le marché, c'est pas la variété qui a été obtenue en labo, c'est des variétés locales, des variétés qui intéressent les agriculteurs locaux, auxquels avec lesquels on a fait des croisements pour intégrer le transgène. Donc en fait concrètement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ces variétés-là et on a rajouté un gène.
Mais on a fait ça sur toutes les différentes variétés. Donc en fait, on va plutôt augmenter la diversité, puisqu'on va ajouter un gène, on va augmenter cette diversité-là. Et aussi, ça va rajouter aussi de la diversité de ce qui est cultivé, parce que les variétés de base qui n'ont pas subi ces croisements avec les OGM, elles pourraient aussi tout être cultivées. Alors après, ça peut s'entendre aussi que du coup, ces variétés-là, elles perdent de l'intérêt, et que du coup, il n'y aura pas d'intérêt à les cultiver, donc on les perd. Et ça peut être une réalité, que comme tu disais, il y a des variétés anciennes, entre guillemets, qui ont été perdues et qui sont plus cultivées. Après, ce qu'il y a aussi à savoir, c'est que les variétés anciennes aussi, on les conserve aussi dans une certaine mesure en gardant des graines, etc. Et ça sert aussi dans les programmes de sélection à aller puiser de la diversité, parce que justement, les sélectionneurs, ils savent très bien que il y a des intérêts aussi dans ces variétés-là, des choses qu'on n'a pas forcément sélectionnées à cette époque et qui pourraient être intéressants aujourd'hui. Oui, parce que on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve en termes de maladies, en termes de conditions pédoclimatiques qui vont peut-être changer, etc. Oui, puis c'est le travail de la sélection, de toute façon. La sélection, c'est toujours augmenter, partir d'une base de diversité génétique la plus large possible pour pouvoir sélectionner les nouvelles variétés. Et cette base, on l'augmente par des croisements avec des variétés sauvages. Oui, au plus il y a une base diversifiée, au plus tu vas avoir le choix en fait entre les caractères et qui t'intéressent. Lors de la domestication, il y a des caractères qui ont été perdus. Et donc ça, le seul moyen pour pouvoir les récupérer, ça peut être des résistances à des pathogènes ou des choses comme ça. C'est de réinjecter de la diversité génétique issue des populations sauvages. Attention, injecter... Ah oui, pardon. Donc de pouvoir, par des croisements, combiner les caractères entre les variétés modernes et les populations sauvages qui ont conservé ces caractères de résistance aux maladies ou des choses comme ça. Est-ce qu'il peut y avoir des retours d'anciens gènes mais qui arrivent naturellement? Je sais pas je crois que c'est les gènes récessifs qu'on appelle ça, c'est peut-être ça? Peut-être que je confonds avec autre chose, mais des gènes en fait qui sont restés dormants entre guillemets, qui sont plus exprimés et qui se réexpriment en fait au bout de plusieurs générations. Les allèles récessifs, c'est des allèles de certains gènes qui ne s'expriment que s'il y a 2 fois le même allèle. Et donc généralement, il y a un allèle qui va être dominant, qui va prendre le dessus sur ça. Mais c'est pas exactement ça, parce que si tu fais des croisements, ça s'exprime... il y a des chances justement d'avoir 2 fois le même allèle et ça s'exprime. Mais il peut y avoir des gènes qui ont été sélectionnés parce qu'ils étaient proches de gènes qui nous intéressaient, et ceux-là sont venus avec parce qu'ils étaient pas loin. Et ensuite, quand on fait de la sélection pour autre chose, on se rend compte que ceux-là sont aussi intéressants. Après, ce qu'il peut y avoir aussi, c'est qu'on peut sélectionner un autre gène, et cet autre gène-là va interagir avec le premier gène qui a été sélectionné aussi par hasard à la base. Donc il y a différents processus, et c'est un peu complexe, mais oui, ce genre de choses, ça peut exister, oui. D'accord. Quelque chose à rajouter sur le manque de diversité? Sur la diversité, je sais pas si Yann, tu avais quelque chose à dire par rapport à ça? Non, la critique générale des OGM, elle est aussi accolée à une critique de ce qu'on appelle la monoculture, en fait. Ah oui, tout à fait. Le système majoritaire qui est utilisé pour les OGM, c'est les résistances aux herbicides, donc les routes de prédit, c'est ce qui occupe les plus grandes surfaces. Et donc du coup, oui, c'est une critique d'un certain type d'agriculture qui, année après année, va cultiver la même variété, la même espèce cultivée sur le même espace. Donc en fait, c'est qu'il n'y a pas de rotation avec une autre type de culture, en fait. Voilà, exactement. La monoculture, c'est l'inverse. Après, il y a aussi... il y a aussi différentes définitions, et c'est aussi c'est un peu complexe, où on peut définir la monoculture, en France en tout cas, la monoculture c'est défini comme le fait qu'il n'y ait pas du tout de rotation,
Mais par anglicisme aussi, on peut comprendre le fait que on cultive quelque chose d'assez homogène sur un champ, que voilà, qu'il n'y ait qu'une seule espèce, même voilà, qu'une seule variété, même que voilà, potentiellement les plantes seraient des clones, ou que du coup il y a très peu de diversité génétique. Donc ouais, c'est juste très peu de diversité sur la même parcelle, quoi. En fait, c'est un peu ça l'idée. C'est un peu ce qu'il y a derrière, oui. Voilà, je pense que c'est ça l'idée reçue qu'on peut avoir en France aussi. La plupart des gens pensent que ça c'est de la monoculture, alors que c'est vrai qu'en France c'est défini différemment. On l'a dit, oui. C'est plus la question de la rotation, du coup, de la non-rotation plutôt, de la non-rotation. La monoculture en tant que telle, en pourcentage de surface, elle est relativement faible en France en tout cas. En France, on a quelques pourcents de monoculture. Je crois que c'est 8%, un truc comme ça. Voilà, entre 6 et 8% de surface où on cultive année après année la même espèce. La règle, même si c'est des rotations qui peuvent être plus ou moins courtes ou plus ou moins longues, la règle générale sur les espèces cultivées, c'est la rotation. Donc année après année, sur la même parcelle, on va changer l'espèce qu'on cultive, et c'est l'opposé de la monoculture, et donc l'opposé de ce qu'on peut critiquer comme agriculture américaine par exemple, où ils ont des champs de maïs qui vont cultiver pendant des années, ce qui pose des problèmes agronomiques, mais qui sont pas forcément... Enfin, ça va dépendre du contexte, quoi. C'est un peu unpopular opinion, mais la monoculture, c'est pas forcément mauvais en fonction des conditions. Donc il faut regarder au cas par cas. La question des OGM là-dedans, c'est lié donc à l'idée que on cultiverait que des OGM chaque année, donc la même variété, parce que elle nous intéresse, parce que du coup c'est tellement bien qu'on a envie d'utiliser ça tout le temps. C'est un peu ça qu'il y a derrière, j'ai l'impression, peut-être dans cette idée-là. Je pense qu'il y a un peu de tout. Il y a ce que disait Yann justement, voilà, aux États-Unis, où on a des champs de maïs OGM où c'est tout le temps la même chose tous les ans. Mais je pense qu'il y a aussi peut-être plus en France cette idée des champs où voilà, on a des champs de plusieurs hectares où c'est que du blé, voilà, pareil, que du maïs. Même si derrière on va faire des rotations, les gens quand ils passent devant, ils voient des champs gigantesques avec la même espèce, des rangées et des rangées de la même espèce, qui d'ailleurs, voilà, c'est suivant l'espèce, la variété, etc. Mais ça va être quelque chose où il va y avoir plus ou moins de diversité génétique. Les hybrides F1, voilà, comme je disais, ça vient juste d'un croisement entre deux parents, donc il y a très peu de diversité génétique. Ouais. Et voilà, et je pense que ça va aussi un peu avec ça, avec cette idée aussi, on parlait voilà du système agricole qui est lié aux OGM, enfin voilà, le système d'agriculture conventionnelle, intensive. C'est ça, c'est le système qu'il y a derrière qui est remis en question, plus que les OGM lui-même, peut-être finalement. C'est ce que les gens observent dans les pays où ils ont été autorisés. Oui, tout à fait. Donc c'est assez... Enfin, il y a quand même une certaine logique derrière. Et c'est bien dommage d'ailleurs. Oui, ça peut être une critique en fait du système qui profite en fait de ça. Mais en fait, on pourrait très bien imaginer aussi des OGM inséré dans un système agricole complètement différent. C'est une volonté derrière de changer ou pas de système. Absolument. Et c'est pas forcément lié directement aux OGM, c'est juste voilà, on refera pas l'histoire, mais voilà. dans les années 90, il y avait des projets enfin moi ceux que je connais en tout cas, des projets en colza par exemple, où il y avait effectivement, il y avait de la résistance aux herbicides, mais il y avait aussi de l'amélioration de la qualité de la graine, la résistance à certaines maladies comme le sclérotinia, des aspects plutôt huile, mais aussi valeurs nutritionnelles, etc., etc. Tous ces projets, de toute façon, ils ont été abandonnés parce que n'importe quel essai en plein champ a été systématiquement détruit. Donc on refera pas l'histoire, mais on peut imaginer que avec d'autres conditions, on aurait pu avoir l'émergence d'autres types d'OGM qui n'auraient pas été des résistances aux herbicides ou des BT.
Donc pas forcément destiné dans l'idée à une idée d'utilisation massive en fait sur des grands champs. Il faut très bien s'intégrer dans des systèmes de rotation, des systèmes plus... Ou même de la permaculture. Hein. Oui. Parce que c'est ce que je disais dans l'épisode d'avant, où un OGM c'est une graine, et une graine on peut la planter dans n'importe quel système, quoi. À part, peut-être les résistances aux herbicides, où ça nécessite pas vraiment. On peut les cultiver sans utiliser d'herbicides derrière, mais bon, il n'y a pas d'intérêt. Mais ça peut être lié à un certain système. Mais voilà, c'est un cas particulier. Mais pas forcément non plus, parce que ça pourrait être dans l'agriculture de conservation, qui est quand même moins considéré comme quand même de l'agriculture intensive. Hein, c'est quand même autre chose. Oui, c'est aussi en partie grâce justement aux OGM résistants aux herbicides qu'il y a autant d'agriculture de conservation dans les pays qui cultivent des OGM. Alors Yann, tu parlais du coup de ces tests sur le colza dans les années 90 qui n'ont pas abouti, et c'est intéressant parce que du coup ça c'est lié au point suivant qui est la question de la valeur nutritionnelle. Donc tu disais qu'il y avait donc des OGM où il y avait des essais qui étaient faits concernant la valeur nutritionnelle, c'est-à-dire pour améliorer, augmenter la valeur nutritionnelle de... Oui, pour le colza, l'utilisation du colza, on cultive le colza pour sa graine dont on va extraire de l'huile. Oui. Et en fonction des variétés, la composition de l'huile peut être plus ou moins différente. Et donc du coup, il y avait des projets clairement pour changer les valeurs, les compositions en différents types d'acides gras dans les huiles. C'était des projets qui étaient liés à de la transgénèse, mais on a aussi avec les nouvelles techniques comme l'édition du génome, des projets sur d'autres types d'espèces comme la cameline ou des choses comme ça qui sont donc des projets qui visent à offrir toute une palette de propriétés des huiles qui peut être intéressant à la fois pour la santé mais à la fois pour avoir des profils d'acides gras différents en fonction des utilisations. Mais pour être précis, c'est possible de potentiellement améliorer la qualité, la valeur nutritionnelle d'un produit, mais pas seulement des produits qui font des huiles. Non. Parce que tu parlais que de ça, c'est pour ça. C'est pour les meilleurs exemples pour moi, c'est le riz doré. Le riz doré, c'est de l'amélioration de la valeur nutritionnelle. On enrichit en précurseur de vitamine A. Donc c'est exactement ça. Et après, il y a aussi le riz doré, il est apparu, la recherche a commencé, il y avait aussi un projet de recherche sur la teneur en fer, qui est aussi, la carence en fer, c'est aussi un gros problème. Il y a le zinc aussi. Après, il y a différentes vitamines, il y a ce genre de choses. Et du coup, ça contredit un peu ce qu'on peut entendre parfois, qui serait que les OGM diminuent la valeur nutritionnelle. Je sais pas d'où vient cette idée, mais peut-être que je me trompe, mais c'est possible que ça vienne juste de l'idée que comme c'est industriel, c'est forcément moins bon que ce qui est naturel. Je pense que ça va peut-être pas au-delà en fait. Oui, je pense que c'est ça. Je pense que ça va aussi, il y a un peu cette idée-là avec même les variétés plus récentes, où il y a cette idée que les variétés récentes, il y a une moins bonne valeur nutritionnelle que des variétés anciennes, etc. Je pense que ça va aussi un peu avec l'idée du goût, où... je pense qu'il y a dans le grand public cette idée que les variétés qu'on trouve au supermarché, elles n'ont pas beaucoup de goût, et donc comparé à des variétés peut-être plus sauvages, ou qu'on va cultiver dans notre jardin, qui sont pas du tout les mêmes variétés, parce qu'il n'y a pas les mêmes contraintes derrière, etc. On perçoit ça ayant un meilleur goût. Je pense que ça va aussi avec ça, cette idée qu'il y a aussi une diminution de la valeur nutritionnelle. Ouais, après je vais juste parler un petit peu psychologie. Il y a un effet, un biais cognitif en fait qui s'appelle l'effet Ikea. Je sais pas si vous le connaissez. Ça me dit quelque chose, mais je me souviens de rien. Donc c'est un biais cognitif qui fait qu'on trouve meilleur, pas forcément bon au niveau gustatif, mais meilleur en tout. Ça peut être juste mieux ou meilleur même gustativement aussi, ça marche aussi. Ce qu'on a fait soi-même. Donc l'idée de Ikea, comme c'est un meuble qu'on a construit soi-même, on est fier de l'avoir construit, donc du coup on est satisfait de ce meuble, on le trouve super cool. Et en fait l'idée c'est ça derrière, c'est que ce qu'on va cultiver là dans notre jardin,
par l'effet Ikea, déjà de base, on va le trouver meilleur, quoi. Oui, non, peut-être. Mais après, oui, voilà, peut-être, voilà, il y a aussi possiblement un goût différent, en tout cas. Oui, ça, de toute façon, c'est pas les mêmes variétés. Et oui, du coup, il y a cette idée qu'il y a une diminution de la valeur nutritionnelle des variétés récentes, sauf que c'est pas vraiment... c'est pas soutenu du tout par la littérature scientifique quand on fait des analyses de justement voilà, de la teneur nutritionnelle. Il y a des variations entre les variétés, ce qui est voilà, plus ou moins attendu. Et même, je dirais même entre les individus d'une même variété, des fois. Hein. Oui, aussi. Oui. Donc, et voilà, après, ça va être des différences. Voilà, est-ce qu'on va considérer que c'est quelque chose qui va avoir vraiment un impact sur la santé si on considère qu'on a un régime équilibré de façon de base s'il y a des diminutions, c'est pas des diminutions qui vont provoquer des carences, et globalement il n'y a pas vraiment de diminution, et puis sur certaines zones choses il y a des augmentations, donc on peut pas vraiment affirmer qu'il y a une diminution de la valeur nutritionnelle. Et pour les OGM, c'est un peu la même chose, c'est des variétés comme les autres. Il n'y a peut-être pas assez d'études, parce que c'est très compliqué, très long, qui évaluent l'ensemble en fait. Il faudrait peut-être faire une évaluation d'ensemble, de tout voir, pour voir si effectivement si à terme on peut effectivement repérer qu'il y a une petite baisse ou pas, mais... Ouais. Et pour les OGM, une partie de l'évaluation qui est nécessaire pour les OGM, c'est ce qu'on appelle l'équivalence en substance, qui consiste grosso modo à comparer à la variété de base non OGM à laquelle on a rajouté ce gène-là, et de comparer que la valeur nutritionnelle est bien équivalente. Oui, du coup, on peut vraiment faire ça, c'est pas mal ça. Donc on s'assure qu'il n'y ait pas une diminution de la valeur nutritionnelle, ce qui pourrait arriver, parce que voilà, peut-être que le gène peut avoir une certaine interaction qui va modifier certaines caractères. Certaines voies de métabolisation, ce genre de choses, et voilà, ça pourrait impacter. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on vérifie aussi. Ok. C'est systématique ça, cette vérification ? Pour l'autorisation de mise sur le marché, en tout cas dans l'Union européenne, c'est obligatoire. Oui. D'accord, ok. Mais alors du coup, ces OGM, s'ils sont si formidables, est-ce qu'ils tiennent leurs promesses ? C'est un petit peu ce genre de critique qu'on peut voir, le fait qu'ils ne tiennent pas leurs promesses selon certaines personnes. Assez récemment, on a pu parler du coton du Burkina Faso. Donc est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu du coup quel était ce coton ? Il me semble que c'était un coton BT. Et du coup, quelle était l'histoire de l'implantation de ce coton ? Et ensuite, est-ce que les promesses ont été tenues ou non ? Alors, pour ce cas particulier du coton au Burkina Faso, c'était un coton BT, comme tu disais, où les récoltes avaient des problèmes, où les fibres récoltées étaient beaucoup plus fines, beaucoup plus fragiles. Et ça a fait que ça a beaucoup impacté l'économie du coton au Burkina Faso. Parce que ça n'arrivait pas à le vendre, du coup, c'est ça ? Exactement, oui. Ça n'avait pas du tout la même qualité que ce qu'ils cultivaient avant. Et voilà, ça a fait qu'ils ont fini par abandonner ça. Et c'est un cas un peu particulier, parce que c'est ce qui a été fait, c'est que justement il n'y a pas eu ce travail dont j'ai parlé avant, que la variété qu'on obtient du labo, elle est croisée avec des variétés locales qui justement ont des caractères qui nous intéressent. Donc ici voilà, ça serait des fibres de coton longues et résistantes. Et ce travail-là, il n'a pas été fait par les organismes de sélection du Burkina Faso. C'est un travail qui aurait dû être fait, qui n'a pas été fait, et le résultat c'est que les variétés sont pas bonnes, simplement parce qu'il n'y a pas eu un travail qui aurait dû être fait. Et c'est pas en soi lié au fait que la variété soit OGM, au contraire, le trait OGM, le fait que ça apporte une résistance aux insectes, il était bien là, et il y avait bien cette résistance aux insectes, c'est juste que la qualité n'était pas au rendez-vous parce que la variété n'était pas la bonne. D'accord, mais du coup, l'erreur, elle vient du Burkina Faso ou elle vient de l'industrie, dans ce cas-là ? L'erreur, pour moi, vient plutôt du Burkina Faso, parce que l'industrie, elle a fourni justement la technologie aux organismes qui
qui se chargent de ça, donc ils sont des organismes publics, il me semble, au Burkina Faso. Il me semble aussi, mais j'ai peur de confondre avec le cadre des aubergines BT, tu vois. Ouais. Il me semble que c'est un organisme public, en tout cas voilà, c'est pour moi, voilà, c'est ce travail d'introgression du caractère OGM dans des variétés locales aurait dû être fait et ça n'a pas été fait. Est-ce que c'est des problèmes qu'on retrouve régulièrement? Parce que du coton OGM, il n'y en a pas qu'au Burkina Faso, il y en a dans d'autres pays. Oui. D'autres variétés autres que du coton, résistantes aux insectes via le BT, ça existe dans plein d'autres variétés actuellement. Donc, j'ai parlé des aubergines, il y a des maïs aussi, etc. Donc, est-ce que on a retrouvé des problèmes comme ça assez réguliers, ou est-ce que c'est quand même un cas assez unique pour l'instant dans l'histoire des OGM? À ma connaissance, c'est plutôt un cas particulier, justement. Parce que, voilà, quand tu disais du coton OGM, on en a partout. L'exemple de la Chine ou l'Inde, ils sont des pays où on a plus de 95% du coton qui est cultivé qui est OGM. Donc c'est bien qu'il y a un intérêt de ce coton OGM et qu'il n'y a pas ces problèmes-là dans ces pays. Et donc du coup... Vas-y, pardon. Ouais, pardon. C'est vrai que ce cas particulier du Burkina Faso a permis de mettre en lumière en fait que la technique OGM, elle sera jamais, et de toute façon, elle n'est pas en dehors du processus normal de création variétale, en fait. On a cru peut-être qu'il y a eu quelques erreurs qui ont été faites au tout début de la technologie, où on a cru qu'on pouvait se passer de certaines choses, mais en fait, ce qu'on remarque, c'est que le transgène qu'on va apporter à une nouvelle variété, il se substitue pas à tout le reste de travail, de sélection pour avoir des variétés qui vont être adaptées, qui vont être donc pour le coup celles que les agriculteurs du pays vont cultiver de façon plus classique. Donc ce cas particulier du Burkina Faso montre clairement que on peut pas se soustraire à la génétique globale d'une variété et à sa qualité juste par l'ajout d'un transgène. Ouais. Donc, après, oui. Par rapport aux promesses non tenues, je pense quand même au riz doré. Et là où c'est quand même un petit peu plus spécifique à la technologie elle-même. Là, du coup, l'erreur qu'il y avait eu, pas tellement à la technologie, mais en tout cas aux gènes insérés. Il y a eu un souci par rapport à ça. Oui. Oui, quand tu fais de la transgénèse, tu maîtrises pas l'endroit dans le génome où le transgène va s'insérer. Donc il y a une probabilité pour que quand le gène s'insère, il s'insère au milieu d'un autre gène qui lui peut être important pour la vigueur de la plante, sa morphologie, le plan de construction des fleurs, enfin peu importe, c'est la transgénèse, c'est de toute façon dans les laboratoires de recherche publique, c'est utilisé comme un vecteur de mutation pour pouvoir identifier pour la recherche publique quelle est la fonction de tel ou tel gène. On va chercher dans les banques de données, dans les banques d'insertion, ce qu'on appelle les banques d'insertion, si dans ton gène d'intérêt que tu étudies depuis 3 ans, est-ce que tu as des lignées transgéniques ou tu as un transgène qui est venu s'insérer dans le gène et qui a annulé sa fonction. Donc dans le cadre de la première version du riz doré, il y avait eu une insertion dans un gène Non, c'est pas exactement ça, c'est dans la deuxième version. C'est dans la deuxième version. Donc qu'il y avait donc une insertion dans un gène de morphogénèse, donc de construction du plan général de la plante, qui fait que entre ce qu'on pouvait cultiver en serre et ce qu'on pouvait cultiver au champ, il y avait une grosse différence. Ouais, d'accord. Voilà.
Et dans la première version, c'était le fait que la teneur en vitamine A était trop faible. Ouais, et ça c'était juste parce que c'était le gène qui était utilisé qui faisait qu'il y avait cette teneur-là. Et ensuite, ils ont utilisé un gène différent de celui qui existait avant et ils ont obtenu une teneur plus élevée. Donc, tu disais c'était une erreur. Je pense pas que ce soit une erreur, c'est juste que voilà, ils ont développé ça avec ce gène-là, la théorie était intéressante, et ensuite ils ont caractérisé ça, et ils ont vu qu'il y avait cette teneur-là, qui est toujours mieux que 0, et ensuite ils ont cherché à l'améliorer derrière, et c'est ce qu'ils ont fait. Oui, parce que en fait la teneur qu'il y avait au départ, il me semble qu'elle était insuffisante par rapport aux besoins qu'il y avait, en tout cas dans le pays cible, quoi. Donc oui. C'était pour ça que c'était plus intéressant de retravailler quand même le riz doré pour qu'il devienne suffisamment performant par rapport à l'objectif voulu, puisque sinon c'est presque inutile de le mettre sur le marché. Pas inutile, puisqu'il y a tellement de carences que ça sera toujours ça, mais en tout cas l'effet escompté ne sera pas là, quoi. Donc là, effectivement, il a été corrigé pour ça. Ouais. Et si on revient sur le fait qu'on a disrupté un gène important de morphogénèse, ça c'est typiquement le genre d'analyse que tu peux faire a posteriori sur l'ensemble des lignées que tu obtiens, de vérifier que, à part des méthodes génomiques et du séquençage du génome, on peut très bien identifier dans quelle portion du génome le transgène s'est inséré et pouvoir sélectionner les lignées qui ont disrupté aucun gène, quoi. Et du coup, avec des technologies plus récentes comme CRISPR, on peut arriver à cibler plus facilement l'endroit où on veut insérer le gène, c'est ça, si je me rappelle bien? Absolument, oui, c'est ça. C'est ça. Okay. Au lieu de faire a posteriori, regarder où le transgène s'est inséré, on fait du a priori, on va sélectionner par la séquence l'endroit où on va pouvoir faire une mutation ou provoquer une cassure, et lors de la réparation, on va modifier la séquence, par exemple. Par rapport du coup aux promesses non tenues, sinon, je pense qu'il y a aussi beaucoup cette idée par rapport aux promesses qui ont été vendues au début de la technologie, où effectivement il y a peut-être eu un emballement qui n'avait pas lieu d'être, lié aux OGM, où on a tenu des propos qui n'étaient pas forcément soutenus par grand chose, où on vendait des rendements incroyables, ce genre de choses, qui a pas forcément, ce qui aujourd'hui n'est pas forcément exactement ça. C'est à nuancer aussi parce que il y a d'autres contraintes derrière et tout. Donc il y a eu certains propos qui ont peut-être été un peu exagérés, qui correspondent pas à la réalité de ce que sont les variétés OGM. Alors des propos qui étaient lancés par qui? Par les scientifiques qui étaient trop enthousiastes, ou par l'industrie qui voulait vendre ses produits, quoi. Les industriels, pour être honnête, j'étais bébé à cette époque-là, donc c'est pas quelque chose dans laquelle que j'ai vécu, mais tu t'en rappelles pas? Ah non. Ouais, il y a eu un peu cet emballement-là, et comme pratiquement à chaque fois qu'il y a de nouvelles technologies, de toute façon, il y a une sorte d'emballement, où on a l'impression des nouvelles technologies qui ont un potentiel en tout cas énorme. Il y a beaucoup d'emballement derrière, et puis après, en général, ça se tasse un peu, quoi. Avec le temps. Ouais. Après, je sais pas dans quelle mesure aussi ces propos ont été vraiment tenus, et dans quelle mesure ça a été aussi amplifié, ou là c'est resté beaucoup dans l'esprit des gens parce que on a vendu ça, et que aujourd'hui on n'observe pas exactement ça, et que du coup il y a c'est un peu une déception, en tout cas on se dit que les promesses n'ont pas été tenues. Mais moi je trouve que sur le peu d'OGM qu'il y a aujourd'hui, il y a quand même des promesses qui ont été un peu tenues. Quand on regarde les méta-analyses sur ce qui est cultivé aujourd'hui, on voit que clairement il y a des rendements plus élevés chez les OGM, parce que c'est principalement des résistants aux herbicides qui vont permettre d'utiliser plus efficacement des herbicides, donc contre les adventices qui ont un impact sur les rendements. Donc d'avoir des résistants aux herbicides, d'utiliser des herbicides, ça va augmenter les rendements. Ou c'est du BT qui va résister aux insectes, qui va aussi du coup éviter les pertes, donc techniquement augmenter les rendements.
Pour le BT aussi, ce que j'avais abordé aussi la dernière fois, c'est qu'il y a quand même une diminution de l'usage de pesticides qui est associée. Je pense que c'est quelque chose qui est quand même vachement intéressant. Puis il y a parce qu'ils sécrètent leurs propres pesticides, mais du coup, même si le pesticide est sur la plante vraiment directement, je veux dire, il n'est pas répandu partout, ce qui limite du coup la propagation du pesticide dans le champ, et ça limite aussi l'impact sur les insectes qui sont moins problématiques pour la plante, quoi. Exactement. Et puis c'est aussi que ça remplace les herbicides, les insecticides que ça remplace, c'est des insecticides beaucoup moins spécifiques, qui vont beaucoup affecter les populations non cibles. Oui, c'est des insecticides un petit peu plus généraux, quoi. C'est ça en fait, tu veux dire. Ouais. D'accord, ok. Tu veux dire quelque chose, Yann ? Oui, dans le cas des BT, en fait, au-delà de la diminution de la quantité d'insecticides, les seuls ravageurs qui vont venir grignoter les plantes OGM sont les seuls qui vont être globalement impactés par les toxines qui sont présentes dans la plante. Quand on utilise des maïs BT par exemple qui sont résistants à des insectes foreurs, donc des papillons dont la chenille vient forer à l'intérieur de la canne de maïs, et ben là vous pouvez asperger votre maïs d'insecticides, vous n'allez pas avoir accès en fait à la chenille qui est à l'intérieur. Donc du coup le fait que ça soit la plante qui possède dans ses propres cellules ces toxines permet de cibler uniquement l'insecte qui va venir grignoter la plante. Mais du coup on peut peut-être plus se poser des questions d'un point de vue sanitaire pour nous qui les mangeons, puisque du coup ça se retrouve vraiment à l'intérieur de la plante, c'est pas juste posé par-dessus, lavage ne suffit pas, quoi. Alors ces endotoxines en fait elles sont spécifiques de certains récepteurs de l'intestin des insectes, et c'est des récepteurs que nous en tant que mammifères on n'a pas. Donc ça n'a aucun effet sur les mammifères en général. Donc d'après ce que moi j'ai lu, on n'a pas identifié d'effet majeur sur les muqueuses intestinales humaines ou même mammifères lors de l'utilisation de ces endotoxines contenues dans les OGM BT. D'accord. Et dans il faut rappeler que le BT est un pesticide aussi qui est utilisé dans l'agriculture en général, quoi. Et même le bio, quand il y a des grands épandages anti-moustiques, par exemple, c'est souvent des souches de Bacillus thuringiensis, donc BT ça vient de Bacillus thuringiensis, qui sont épandues dans les zones qu'on doit traiter. Oui, parce que c'est un bacille en fait qui sécrète. C'est un bacille qui va sécréter, donc c'est sous forme de cristaux, ces fameuses endotoxines qui vont être ingérées par l'insecte, et à l'intérieur du tractus digestif de l'insecte, il va y avoir des dégradations spécifiques qui vont libérer une toxine qui va se lier à un récepteur de la muqueuse intestinale et qui va perturber le fonctionnement de ces cellules et perturber donc le processus normal de digestion et aboutir à la mort de l'insecte, quoi. Après j'ai quand même une question, Matadon, tu disais que les champs qui utilisent des OGM BT avaient un meilleur rendement. Parce que du coup ils ont moins de pertes, mais en général de toute façon les champs ils sont traités aux pesticides, donc est-ce que tu compares à quoi en fait quand tu dis ça? C'est un point où comment dire, ça va dépendre aussi des pays, parce qu'il y a certains pays qui ont un meilleur accès justement aux insecticides et où du coup la différence de rendement va être moins marquée, et ça va être plus important dans des pays où il y a moins cet accès-là. D'accord. Et après, voilà, comme disait Yann aussi, ça va dépendre des insectes, si c'est des fourreurs ou voilà, on va utiliser des insecticides qui vont pas forcément atteindre l'intérieur. Ben là, on va avoir aussi des pertes qu'on n'aura pas avec le BT. D'accord, ok. Quelque chose à rajouter sur les promesses non tenues? Après, je pense pour conclure sur les promesses non tenues, c'est que c'est un peu aussi dommage, je trouve, de
de se baser sur justement juste les résistants aux herbicides et les BT. Alors après, oui, le fait est que à ce jour, c'est quasiment que ce qu'on a. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même énormément de potentiel. Voilà, avec Yann, on a déjà présenter un peu les potentiels qu'il y a au niveau de qualité nutritionnelle, de résistance aux ravageurs, aux insectes, aux pathogènes, résistance à la sécheresse qui est très important avec le réchauffement climatique. Ouais. Voilà, je pense que le potentiel est très intéressant et voilà, aujourd'hui malheureusement on n'a pas de résultat de ça sur le marché aujourd'hui, mais c'est pas pour autant que c'est pas quelque chose de très intéressant. On peut juste rajouter un dossier emblématique, c'est la papaye à Hawaï. Oui. Où là, clairement, la promesse, elle a été tenue, puisque l'OGM, la papaye Rainbow, elle a clairement, littéralement sauvé la culture de la papaye peut-être rappeler à Hawaï, le problème. qui était en fait attaqué par un virus, qui rendait les plantes incapables de produire des papayes commercialisables. Et du coup, c'est un projet qui a permis, donc dans un premier temps, le chercheur qui a développé ces papayes a distribué les variétés de façon gratuite pour pouvoir, c'est un projet de recherche publique, qui a donc distribué les premières variétés OGM résistantes à ce virus de manière gratuite pour juste preuve de concept. Et donc la promesse là, pour le coup a été largement tenue puisque ça a marché. Ça a marché quoi. Ouais, ça a littéralement sauvé la papaye. Voilà. Donc ça fait partie des quelques cas emblématiques où il y a eu une problématique, une prise en charge par des chercheurs qui avaient pour but d'essayer de trouver des solutions, la mise en place de variétés OGM qui effectivement ont résisté au virus et qui ont permis de sauver l'économie locale, hawaïenne en tout cas, de la culture de la papaye. C'est super. C'est aussi bien effectivement de montrer qu'il y a des promesses qui sont tenues. Il y a un autre sujet que je voulais aborder, c'est la question du suicide des agriculteurs en Inde. Donc c'est un sujet qu'on entend beaucoup revenir en fait sur la question des OGM, en fait que à partir du moment où les OGM ont été introduits, apparemment les agriculteurs indiens se suicideraient énormément parce que ça coûterait tellement cher à l'achat que après ils n'arriveraient pas en fait à gagner suffisamment d'argent pour rembourser en fait l'investissement de départ. Donc ça c'est des idées qui sont assez répandues chez les anti-OGM et notamment colportées par Vandana Shiva, qui est donc une indienne qui est donc censée bien connaître l'agriculture de son pays. Donc c'est comme ça, je pense que cette idée s'est beaucoup répandue sur notre territoire via sa parole, puisque étant elle-même indienne, on se dit mais quand même elle sait de quoi elle parle quoi. Donc en fait, qu'en est-il de tout ça? Manifestement, je peux commencer. Effectivement, le suicide des paysans indiens, c'est quelque chose qui est réel. Il y a des gros problèmes de foncier et d'endettement. Et en fait, moi j'aurais tendance à dire, regardons juste les chiffres. Quelle est la quantité? On regarde sur l'évolution des suicides des agriculteurs avant, quelques années avant l'introduction du coton BT, après l'introduction du coton BT. C'est globalement stable, on va dire, hélas, globalement stable. Après, si on veut vraiment pinailler, on a même plutôt l'impression que ça stagne un petit peu plus que la petite pente qu'il y avait juste avant. Mais bon, peu importe. Globalement, voilà, malgré l'introduction relativement importante, certains diraient massif, mais relativement importante du coton BT en Inde,
et le taux de suicide des agriculteurs est relativement constant. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre l'introduction du coton BT et une éventuelle augmentation du suicide. Pourtant, en théorie, on pourrait penser que du coup, puisqu'ils utilisent moins de pesticides, enfin, en tout cas d'insecticides, ils pourraient faire des économies là-dessus, même si l'achat peut-être des OGM sont effectivement un petit peu plus onéreux qu'une variété normale. Vu qu'ils ont moins de dépenses en pesticides, il semblerait que ce soit logique qu'ils gagnent un petit peu plus. Mais après, je connais pas trop, moi, personnellement, la situation locale là-bas, et il est fort possible qu'il y ait d'autres contraintes qui augmentaient, par contre, la problématique, et donc c'est pour ça que ça se maintient, quoi. Il y a eu des études, justement, qui ont évalué, qui ont essayé de regarder qu'est-ce qui était facteur de suicide en Inde, et qui ont montré que les OGM n'ont aucun lien, et que c'est plutôt des suicides liés et même que c'est même pas forcément lié à des problèmes agricoles, que c'est plus des problèmes personnels, familiaux, qui finalement sont pas vraiment liés du tout aux OGM, quoi. Et Yann, tu disais qu'il faut regarder les chiffres aussi, il y a un certain taux de suicide en Inde. Quand on compare avec le taux de suicide d'agriculteurs en France, c'est pas beaucoup plus important, quoi. Je sais même pas, il me semble même que les agriculteurs en France se suicident beaucoup plus qu'en Inde. Ah ça, il faudrait vérifier, j'ai pas vérifié les chiffres, j'ai pas comparé les chiffres en France. Mais après, c'est en pourcentage ou c'est en chiffres bruts? Là, sur l'article de Yann Quindeau qui en parle, alors peut-être ça vous mériterait d'être réactualisé, mais en tout cas, ce qu'il dit, c'est que le taux de suicide chez les paysans indiens est de environ 9 pour 100 000, alors que c'est apparemment 18 pour 100 000 en France. Dans France, quoi. Ouais, quand même. Entre 18, même voire apparemment 36 pour 100 000, donc même des fois 4 fois plus. Ouais, chez les agriculteurs français que chez les agriculteurs indiens. Donc s'il y a des problèmes liés au suicide des paysans indiens, et clairement pas liés à la technologie OGM en tant que telle. Oui, parce que il y aurait des chances que ça provoque la même chose ailleurs, quoi, si c'est si cher que ça. Oui, et justement, quand tu parlais de ça, il y a une étude au Bangladesh sur l'aubergine BT qui montre que justement les agriculteurs qui cultivent du BT ont un chiffre d'affaires, enfin même des bénéfices beaucoup plus importants que sans BT, quoi. D'accord. Donc justement, ça pourrait même être un... Pourquoi s'embêter alors? Après, il y a pas même pour le cas de l'Inde. Encore je sais pas les chiffres aujourd'hui, mais il n'y a pas l'air d'avoir vraiment de corrélation non plus entre une potentielle augmentation des bénéfices et une diminution de suicide ou quoi. Mais voilà, en tous les cas, il n'y a pas de lien clair avec les OGM, quoi. D'accord. Bon, pour finir, j'aimerais qu'on se recentre sur deux idées qui sont liées à la question de la génétique. Donc là, ça va être vraiment dans votre domaine. La question, alors on entend des fois que les gènes qui sont insérés pourraient éventuellement contaminer la personne qui les ingère, qui les consomme en fait. Donc est-ce que ça c'est vrai ou pas? Est-ce que par exemple si je mange une carotte, je peux me transformer en carotte? Non, j'exagère, mais là, dit comme ça c'est complètement ridicule. Mais est-ce que c'est vraiment ridicule comme idée ou pas? Qui veut commencer? Parce que y a de l'ADN. À partir du moment où vous consommez des denrées qui sont vivantes, par définition, vous mangez des cellules, vous mangez tout ce que contient les cellules, donc contient des chromosomes, de l'ADN, de l'ARN également. C'est pas pour autant que c'est vrai que ça va paraître totalement débile, mais c'est pas pour autant que il suffira de vous mettre au soleil pour faire de la photosynthèse. Donc qu'il y ait des effets de ce qu'on mange sur notre microbiote, sur
la composition de ce qu'on appelle vulgairement la flore intestinale, ça, il n'y a pas trop de questions, mais est-ce que ces gènes-là, qui sont contenus dans n'importe quelle cellule végétale, par définition, et animal, ils vont être, ou animal, il y a des gènes dans tout ce qu'on consomme, vont être globalement dégradés et réutilisés dans le métabolisme général pour utiliser les composants primaires qui constituent ces éléments et permettre à une utilisation par le métabolisme. Donc c'est vrai que ça peut être des craintes qui sont émises. Après, moi, j'ai pas autre chose à opposer que ce type de choses, parce que de l'ADN, on en consomme plusieurs tonnes par an. Voilà. Oui, après ça peut être des craintes qui peuvent s'entendre pour quelqu'un qui sait pas forcément ce que c'est exactement de l'ADN ou quoi, qui pourrait y avoir des risques potentiels. Et je pense que c'est un peu le même genre de crainte qu'on a eu avec les vaccins, avec Covid et tout. Je pense que c'est un peu la même idée où si on comprend pas forcément, si on a du mal à comprendre ce que c'est les gènes, ce genre de choses, ça peut être une crainte. Après pour le coup, on a abordé beaucoup d'idées où il peut y avoir une certaine base. Là, pour le coup, c'est pas quelque chose c'est pas un risque qui peut vraiment exister. Après, on pourrait imaginer qu'il y a un gène où l'ADN puisse et soit pas dégradé entièrement et que ce soit absorbé par certaines bactéries de la flore intestinale et que ça puisse être intégré. Mais c'est quelque chose qui a un risque infime d'arriver. Et puis ça peut arriver avec n'importe quoi. Ouais. Exactement. Ouais. Et alors j'ai une question subsidiaire à ça. Imaginons un cas où on intègre, je ne sais pas moi, un gène qu'on a pris sur un animal et qu'on l'intègre dans une plante et qu'on fait manger cette plante à un animal herbivore. Du coup, est-ce que là, on pourrait dire que cet animal herbivore mange une partie de notre animal ou pas? Oui, l'idée que est-ce que si on rajoute un gène d'animal dans une plante, est-ce que c'est vegan? En gros, ça. C'est... En vegan, non, puisque déjà tu prends le gène sur l'animal, donc forcément tu l'exploites. Donc non, c'est pas vegan, mais est-ce que c'est végétarien? Oui. En vrai, ça va dépendre du gène. Ça va dépendre du gène, parce que il y a des gènes qui sont très spécifiques du règne animal, par exemple. Mais ça peut être des gènes dans notre génome, la majorité de notre génome est partagée avec, pas la majorité, mais une grosse partie de notre génome est partagée avec l'ensemble du vivant, l'ensemble des animaux, et même certaines plantes. On partage beaucoup de nos gènes. C'est des choses qui sont plus ou moins conservées et il va y avoir une similarité. Et tout ça, c'est en partie grâce à ce qu'on avait abordé la dernière fois, le fait que le code génétique, il est universel. Donc un gène, qu'il vienne d'une plante ou d'un animal ou même d'une bactérie, c'est la même structure, c'est de l'ADN, c'est un enchaînement de nucléotides qui va être lu par la machinerie cellulaire de la même manière, avec certaines nuances, il y a un peu des différences suivant les règnes et ce genre de choses, mais globalement c'est universel. Et donc du coup, si je prends un gène d'un animal et que je l'insère, est-ce que c'est un gène d'animal ou est-ce que c'est un gène qui aurait pu être extrait d'une plante, mais que là il se trouve que je l'ai extrait d'un animal? Ou on peut imaginer aussi que ce gène-là, on le synthétise parfaitement in vitro sans avoir à l'extraire d'un animal, mais la séquence est la même qu'un animal, qu'on retrouve chez l'animal. Donc est-ce que c'est un gène d'animal? C'est difficile de dire c'est un gène d'animal,
Parce que voilà, c'est un gène, c'est juste un gène, c'est juste une séquence d'ADN, et voilà. Non, en gros, si je comprends bien, tu veux dire que c'est... Je sais pas si c'est clair. Ouais, mais c'est pas mon domaine, donc j'essaie de... Et puis je suppose que la plupart des gens qui vont écouter, ce sera pas leur domaine non plus, donc il faut essayer d'être le plus clair possible. Le fait que on prenne un gène sur un animal, en fait, c'est juste un gène, c'est ça en gros que tu dis. Ça veut pas forcément dire que c'est un gène que animal déjà, parce qu'il faudrait étudier toutes les plantes pour voir s'il n'existe pas ailleurs. Et en plus, est-ce que prendre un gène et qu'on extrait d'un animal, est-ce que ça fait de la plante dans laquelle on va insérer, est-ce que ça en fait un animal? Voilà, c'est juste parce qu'il y a un seul gène, quoi. Après, oui, ça pas du tout, clairement pas. Ça va pas transformer la plante en animal. Parce que ce qui fait un animal, c'est l'ensemble des gènes qu'on retrouve chez cet animal-là, et c'est clairement pas un seul gène qui va être intégré chez une plante. À partir du moment où la plante ne devient pas de la viande, il me semble que ça peut pas vraiment dire que... Voilà. Quoique maintenant, on fait des alternatives à la viande à base de plantes qui ressemblent beaucoup. Ouais, mais c'est pas de la viande quand même. Non. Ouais. Yann, quelque chose à rajouter? Ouais, si tu veux. Oui, en fonction des gènes, en fait, il va falloir regarder, parce que il y a certains gènes très conservés, donc tout au long du vivant. Moi, je défie quiconque sur certains gènes de me dire, juste en regardant la séquence, ou une portion de la séquence en tout cas, de me dire d'où est-ce que ça vient. Il y a des gènes totalement essentiels qui sont absolument identiques ou quasiment identiques dans leur séquence entre animal et végétal, par exemple. Donc c'est une question qui est un peu incongrue pour nous biologistes, même si on comprend l'inquiétude qu'il peut y avoir derrière. D'un point de vue scientifique, comme a dit Matadon, c'est pas parce qu'on exprime alors je dis n'importe quoi, un gène de grenouille dans une salade qu'on va avoir une grenouille, en fait. On va avoir une salade qui a une infime portion de son génome qui contient un gène qui est issu d'un autre organisme. Et comme ça peut arriver mais ça, à des fréquences très très faibles, mais comme ça peut quand même arriver sans avoir besoin de passer par la transgénèse, par l'ingénierie en tout cas humaine. Oui, comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut, comme on l'a dit Matadon tout à l'heure, ça peut éventuellement arriver parce qu'on ingère quelque chose que des bactéries intestinales, qui sont des bactéries qu'on a dans l'intestin depuis des générations et des générations, depuis des millénaires même. Ces bactéries vont peut-être récupérer un gène et du coup le transmettre, le conserver, le transmettre génétiquement à la descendance, etc. Éventuellement, ça peut arriver. Mais d'après ce que je comprends, c'est quand même un peu foufou, quoi. C'est quand même très très rare. Et encore une fois, ça peut arriver, mais quel est l'effet en tant que tel? Oui, en plus, parce que c'est même pas parce que ça arrive qu'il y a un effet derrière, effectivement. Parce que ça probablement même que ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. Sauf que ça fait rien. Soit ça fait rien, ou soit si ça fait certaines choses, la bactérie elle meurt. Et donc du coup elle transmet pas cette nouvelle séquence à la descendance. Donc bon. Par contre, est-ce que vous arrivez à comprendre que ça puisse paraître déplacé, entre guillemets, comment dire, quel terme on pourrait employer, tout simplement non naturel, en fait, de mélanger des gènes animaux et végétaux, alors que c'est pas quelque chose qui arriverait normalement tout seul, quoi. C'est vrai que la transgénèse est souvent associée à ce qu'on peut appeler la transgression des espèces. On franchit la barrière des espèces entre la bactérie et une plante qui va exprimer sa toxine Bt, par exemple. Et c'est vrai que
moi je comprends les inquiétudes qu'il peut y avoir derrière cette ingénierie. Après, effectivement, c'est une question plus générale de quelle est la place de l'humain au sein du vivant avec un grand V. Bon, bah, ça, c'est des questions éthiques qui sont importantes Enfin, c'est des questions importantes d'éthique qui peuvent éventuellement trouver une réponse satisfaisante. Après, j'aurais tendance à dire que... Mais qu'est-ce qui fait que vous, c'est pas quelque chose qui vous pose problème outre mesure, vu que... Est-ce que c'est par rapport à votre expertise, parce que c'est votre domaine, que du coup vous comprenez peut-être mieux tout ça et que ça vous dérange moins En fait, d'un point de vue purement biologique, une transgénèse, ça peut être compris dans certains cas comme quelque chose de relativement anodin. Quand on compare au bordel, excusez-moi le terme, génomique, quand on va croiser deux espèces interfertiles, quoi. On fait un hybride, on fait triticale, un hybride blé-seigle. Bon, les premières générations, c'est vraiment un conflit génomique hyper drastique et avec des gros problèmes lors de la reproduction, des choses avec des échanges chromosomiques et des mécanismes qui sont sans aucune commune mesure avec une transgénèse. Donc, bon, je comprends l'inquiétude, clairement. Moi, en tant que biologiste, je me rends compte que par d'autres techniques qui posent manifestement pas trop d'inquiétude, les répercussions sur les gènes, sur l'organisation des chromosomes, elles sont bien plus importantes. Comme la culture in vitro propage presque 150 fois plus de nouvelles mutations qu'un simple croisement. C'est un simple croisement et on va se retrouver avec des inquiétudes qui sont liées à autre chose, alors que là, manifestement, il y a un grand nombre de nouveaux variants qui sont générés par cette fameuse culture in vitro, mais ça pose a priori pas d'inquiétude sociétale majeure, en tout cas. Alors, est-ce que c'est lié au fait que les gens ne savent pas ce que c'est que cette culture in vitro, ou ne savent pas pourquoi on l'utilise, dans quel but, etc. Mais d'un point de vue réglementaire, en tout cas, il n'y a pas d'obligation quelconque sur ces techniques, quoi. Et en ce qui concerne, donc, on va rester sur le domaine de la génétique pure, puisque on va parler de la transgénèse, mais aussi peut-être de l'édition du génome. Je sais pas si ça peut aussi fonctionner avec ça. Il me semble que oui, mais c'est beaucoup, comme c'est beaucoup plus précis, c'est moins le cas. C'est la question des off-targets, c'est-à-dire de ce qui est non ciblé. Donc c'est typiquement, c'est ce que dit le off-target, c'est tout ce qui est non cible en fait dans le génome, qui va être influencé potentiellement par la transgénèse, puisque vous disiez tout à l'heure que la transgénèse, on ne décide pas de où elle va s'insérer. Donc du coup, est-ce que si elle s'insérait à des endroits qui sont pas corrects, quel problème ça peut poser? Et aussi, est-ce que il peut y avoir des modifications qui se font au-delà de ce qui est prévu? C'est surtout ça, en fait, je pense, la question qui est derrière. Pour la transgénèse, je pense... Le truc, c'est que pour la transgénèse, il n'y a pas vraiment de cible, entre guillemets, parce que l'idée, c'est juste d'insérer le gène, et ensuite, a posteriori, on va caractériser ça. Il peut y avoir des cas, comme on disait, où le gène va s'insérer au mauvais endroit. Il peut y avoir aussi des cas où il y a plusieurs insertions du gène dans un seul chromosome, ou à plusieurs endroits dans le génome. Et ça, c'est des choses qu'on caractérise ensuite a posteriori, une fois qu'on a fait la transgénèse, pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème là-dessus. D'accord. Oui. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, ça aussi, ouais.
effectivement. Ouais. Après, c'est quelque chose qui est beaucoup avancé récemment sur justement CRISPR, l'édition de génome, où l'idée de l'édition de génome, c'est d'avoir des modifications très précises, très ciblées. On va utiliser la séquence ciblée pour que ce soit très spécifique, pour cibler à cet endroit-là. Mais c'est pas impossible que la protéine qui se charge de tout ça, donc la protéine Cas9, puisse reconnaître une séquence qui est plus ou moins similaire à quelques différences près, qui va faire que ça va aller aussi modifier cette région-là. Parce que le Cas9 est un peu bigleux, hein, c'est connu. Mais... ouais, pas exactement, mais oui. Il y a une certaine spécificité, mais qui n'est pas à 100% malheureusement, mais bon. Globalement c'est quand même très spécifique, et ce qu'on estime, c'est que ces modifications non cibles, elles sont quand même extrêmement rares. On parle de 2-3 modifications, et puis ensuite c'est encore une fois de déterminer qu'est-ce que ces modifications-là vont avoir comme impact. Donc on parle juste généralement de modifications de simples mutations qui finalement ne diffèrent pas tant que ça de simples mutations qui sont obtenues de manière naturelle. Donc en fait, quand on développe une variété par édition de génome, la descendance qu'on obtient, elle va avoir plein de mutations. Et ensuite, comment est-ce qu'on détermine si les mutations qu'on a, elles sont justement des modifications non cibles qui résultent de notre édition de génome, ou juste simplement des mutations qui sont apparues de manière naturelle. Ça, c'est déjà quelque chose de compliqué à déterminer. Oui. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de comparer avec les autres techniques. Tout à l'heure, Yann parlait justement des techniques in vitro, où le simple fait de multiplier une plante in vitro, on va accumuler les mutations parce que pour cultiver une plante in vitro, on va utiliser du matériel végétatif, on va pas utiliser les graines généralement. Et dans ce matériel végétatif, il y a des mutations comme dans toutes les cellules. Et du coup, ces mutations-là vont se propager, et donc on va accumuler ce genre de mutations-là par la culture in vitro. Quand on fait de la mutagénèse aléatoire, ça c'est encore plus important, quoi. L'idée de la mutagénèse aléatoire, c'est de faire plein de mutations de partout pour être sûr d'en avoir au moins une là où ça nous intéresse. Et ensuite, derrière, il y a un petit peu ce travail de recroisement où on va se débarrasser de certaines des mutations, mais il y a certaines mutations qui sont sur le chromosome qui va porter le caractère qui nous intéresse, et qui sont très liées avec la mutation qui nous intéresse, donc on va pas pouvoir se débarrasser des autres mutations qui sont juste à côté. Donc du coup on va avoir accumulation, encore une fois, de beaucoup de modifications cibles, et là on parle de j'ai plus le chiffre exact, on avait le tableau tout à l'heure, j'essaie de le retrouver. Ouais. Où est-ce qu'il y avait... Alors, c'était peut-être pas dans ce tableau. Non, c'est pas dans celui-là. Bon, tant pis. Je regarde. Parce qu'il y a plusieurs tableaux, donc je regarde si c'est pas sur les autres. Non, je vois pas. Ouais. On parle vraiment de plusieurs ordres de grandeur de différence, quoi. Là où je disais pour l'édition de génome, on a 2-3 modifications non cibles, c'est vraiment très rare. Là, c'est le principe même de la mutagénèse aléatoire, quoi. Et le simple fait même de faire des croisements, on va mettre en contact différentes mutations, différents gènes, différents allèles, etc., qui n'ont jamais eu lieu auparavant. Donc on peut aussi considérer ça comme des mutations qui ne sont pas forcément liées, non désirées, parce qu'ils ne sont pas liés aux traits qui nous intéressent. Et même ce qui est de la mutation naturelle, donc, je disais les mutations in vitro, etc. Mais quand on fait de la sélection en champ, pareil, il va y avoir des mutations qui vont apparaître dans les cellules germinales qui vont donner les graines. Et ces mutations-là aussi, on va ensuite les semer et on va les garder, même si c'est pas forcément lié à ce qu'on désire.
Et ensuite, les mutations, elles ont différents impacts. Il y a la majorité des mutations qui ne vont pas du tout avoir d'impact, parce que déjà, ça ne va pas du tout changer la séquence de la protéine, parce qu'il y a une certaine redondance dans la séquence d'ADN par rapport à la séquence de protéines. Donc plusieurs séquences, plusieurs codons d'ADN peuvent correspondre au même acide aminé. Donc du coup la protéine va être exactement la même. Soit on va avoir des modifications de certains acides aminés où ils ont les mêmes propriétés plus ou moins, donc ça va pas forcément avoir d'impact. Après on va avoir des modifications qui, elles, peuvent avoir un impact négatif, mais celles-là, si c'est un impact vraiment trop négatif, bah, c'est quelque chose qui va être sélectionné, enfin qui va être contre-sélectionné, on va pas les garder. Donc finalement, peu importe la technique, finalement, on a ce genre de modification non cible, mais c'est pas quelque chose qui va vraiment avoir un impact. Et si on se soucie vraiment du nombre de modifications, bah c'est pas vraiment la transgénèse ou l'édition de génome qu'il faut regarder, quoi. Oui, et puis si jamais ça a un impact négatif sur la plante, bah, ce sera très probablement pas déjà un impact sanitaire déjà. Peut-être que ça pourrait arriver aussi, mais je veux dire, dans toute la masse de choses qui pourraient arriver, c'est qu'une infime partie. Donc, on est là dans un truc qui est une infime partie d'une infime partie d'une infime partie d'une infime partie. C'est quand même. Oui. Après, ça pourrait arriver. Par exemple, une mutation qui fait qu'il y a une toxine qui est produite dans la plante, et du coup, on s'en rend pas forcément compte, et du coup, on s'en rend compte un peu tard quand il y a des empoisonnements. Mais c'est quelque chose qui peut arriver avec n'importe quelle technique, et même techniquement il y a plus de chances que ça arrive avec des techniques plus classiques où on va avoir plus de j'ai même envie de dire ça peut arriver dans ton jardin quand tu cultives exactement des concombres, des courgettes, ça arrive tout le temps. Quand t'as des espèces sauvages pas très loin avec les abeilles qui font les allers-retours, ça peut arriver. Et même les taux de mutation sont bien connus, et en extrapolant un petit peu, on peut se rendre compte par exemple sur la tomate, chaque année, vu la production totale de tomates, on peut extrapoler et dire qu'en moyenne, chaque base du génome de la tomate est mutée en moyenne 80 fois sur Terre, par exemple. Ou alors, un autre exemple, c'est dans un hectare de blé, chaque gène va porter une mutation. La mutation, c'est quelque chose de très dynamique et qui arrive tout le temps, par plein de mécanismes naturels. Et les off-target, c'est aussi ce qu'on cherche par les procédés classiques en fait de sélection. Oui, parce que c'est ça qui va créer. C'est ça qui va créer de la diversité, c'est ça qui va créer un nouveau caractère qu'on va pouvoir identifier dans. On va croiser un parent A, un parent B, on va faire une F2, du coup c'est là où on va avoir la disjonction de tous les caractères, et sur l'ensemble de la population on va pouvoir voir tel caractère qui apparaissent et qui sont intéressants, mais on peut aussi avoir des nouveaux caractères qui sont issus de la sélection des modifications fortuites. Et donc ça c'est typiquement un off-target, typiquement. Et donc la sélection, la création variétale, c'est aussi la recherche des off-target par des méthodes qui, pour le coup, là, sont bien moins maîtrisées en termes de nombre de mutations introduites, à la fois en nombre et à la fois en caractérisation. Mais c'est intéressant parce que du coup, on passe de la vision des off-target comme danger potentiel, ça c'est la vision grand public, à toi du coup qui explique que du coup c'est aussi ce qui est recherché dans l'amélioration des plantes, quoi. C'est d'arriver justement à créer, à forcer en fait un petit peu la nature qui est celle de la mutation qui se fait naturellement. La mutation, c'est le moteur de l'évolution. Donc c'est un des moteurs de l'évolution. Un des moteurs de l'évolution qui fait que le génome est changeant tout le temps. Le tout, c'est d'arriver à avoir soit la chance, soit les méthodes pour pouvoir identifier les mutations qui sont intéressantes pour le travail du sélectionneur. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour cet entretien fort intéressant. J'espère que, de rien. J'espère que ça aura permis à pas mal de personnes de comprendre un petit peu mieux les OGM, en tout cas d'avoir au moins des pistes de réflexion parce qu'on voit bien que les idées qu'on a données aujourd'hui en fait sont
des idées qu'on voit un petit peu partout en fait quand on parle des OGM. Et c'est vrai que c'est intéressant du coup de voir que la réalité est plus complexe que ça, pardon. Donc voilà, moi je trouve que c'est intéressant d'avoir des émissions comme ça qui permettent en tout cas d'approfondir la réflexion, de permettre aux gens de saisir de ces idées et de penser par eux-mêmes en fait à travers toutes ces réflexions-là, se faire leur propre opinion à partir de données un peu plus complètes que celles qu'ils ont habituellement. Voilà, je vous remercie. Merci de ton invitation. Merci. De rien, et à la prochaine. Au revoir. Ciao. Si ce deuxième épisode a pu voir le jour, c'est grâce à vos dons sur Utip. En 2 ans d'existence, c'est la première fois que je peux récolter de l'argent. J'ai récolté 24 € grâce à vous. C'est peu, mais ça m'a permis d'acheter de la pâte thermique pour mon ordinateur car il en avait vraiment besoin. Le montage du premier épisode a vraiment été très compliqué. Donc merci à tous les donateurs, et si vous voulez faire un don pour aider le projet Utopia, vous êtes évidemment les bienvenus, car l'utopie ne peut être réalisée que si nous nous y mettons tous. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.